Je suis un proxénète, pédophile. Je l'ai agressé, je l'ai drogué, je l'ai vendu. C'est que ça devient comme une tâche indélébile. Mes amis sont comme quand tu allumes les lumières puis les coquerelles partent. Je sais pas, là, genre, je sais pas comment réparer ça, genre, Faut pas s'aveugler au Québec puis dire qu'il n'y a pas des gens qui se vengent avec des accusations. Bonjour, bienvenue à La Firme. Aujourd'hui, on parle d'un sujet sensible, le mouvement MeToo. Avant d'aller plus loin, je vous présente mon équipe. Je suis avec Maître Camille Côté, bonjour. Bonjour. Avocate, avec Roger Ferland, policier à la retraite, bonjour. Bonjour. Donc, ce sujet, on va essayer de faire le tour. Évidemment, de comprendre la volonté de ces gens-là de ne pas passer par le système judiciaire, mais de dénoncer sur Internet, mais aussi parler des dérapages qu'il peut y avoir, des fausses accusations qui peuvent aussi briser des vies. Et à ce sujet-là, on a un témoin qu'on reçoit, Julien Tremblay, qui est un humoriste connu, qui vient nous expliquer son expérience dans ce domaine. On l'écoute à l'instant. Moi, Maître Bernier, je suis un humoriste de 30 ans de métier. J'ai une révélation de Juste pour rire en 2015, mon one-man show en tournée, rencontré une fille, je l'ai laissée très rapidement et on s'est fréquenté très peu et a commencé à dire que je l'ai agressée. Donc j'ai vous besoin rencontrez cette fille et elle dit là, vraiment que vous l'avez agressée. Agressée, OK. violée, elle dit dans mon industrie à tous ceux qui veulent l'entendre en message Messenger, en appel aux humoristes que je connais, à mes amis ça fait 20 ans, 30 ans, 10 ans que je connais. Mais pourtant, ça, c'est pas connu du public, là. Vous n'êtes Non. pas comme d'autres humoristes là, qui ont eu des déclarations publiques, là. Non, ben, c'est la première fois que vous en parlez publiquement, oui, mais pourquoi? parce que ça suffit. J'ai paralysé longtemps. Mon côté de médaille doit exister. C'est pas vrai ce qu'elle clame, c'est pas vrai. Je suis Mais- innocent. Quel genre de choses qu'elle a... Ce que j'en ai compris, c'est que c'est assez exagéré, là. Je suis un proxénète, pédophile. Je l'ai agressé, je l'ai drogué, je l'ai vendu à d'autres personnes, kidnappé, retenu contre son gré. C'est fou comment il est très manipulateur, sexualité débridée, il couche avec des hommes, il m'a drogué, il m'a obligé à coucher avec un homme une fois que je connaissais pas, mais qui était déjà chez eux. Je le dénigre pas, là. J'ai de la peine pour lui qu'il soit comme ça. J'ai de la peine pour qu'est-ce qu'il me fait. Parce que je suis tellement une bonne fille. Mais c'est comme dans Harry Potter, c'est comme Voldemort. Il nous prend toute notre énergie. Puis après ça, on se retrouve avec rien. Mais est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit? L'avez-vous agressé? Je ne l'ai pas agressé du tout. C'est pour ça que j'ai pas peur de publiquement le dire. Un exemple, elle le dit publiquement sur les réseaux sociaux. Et contrairement à d'autres à qui ça peut arriver, où est-ce qu'on déclare, quelqu'un dénonce un humoriste, et puis là, il y en a 9 autres qui embarquent. Moi, à chaque fois qu'elle le mentionne sur les réseaux sociaux, il n'y a personne qui embarque. Ça Vous, existe c'est pas. une personne qui dit des choses. Ça n'a pas été connu publiquement. Pas publiquement, elle l'a dit quand Mais même sur dans les- votre milieu, c'est pour ça que vous venez nous voir, c'est que ça vous barre la route, là. Moi, je suis barré partout. Je suis barré de partout. C'est comme si j'avais la lèpre. Mes amis sont comme quand tu allumes les lumières puis les coquerelles partent. OK? Il n'y a plus personne. On ne me touche plus avec une pôle de 10 pieds. Parce qu'elle est crue, là. Elle est crue dans Elle votre est domaine. crue. Elle est excellente comme victime parce qu'elle dit les bonnes choses. On est plusieurs. On est à peu près une dizaine de filles, ses ex. Je peux pas les nommer. Fait qu'on c'est ça, on est plusieurs. Puis on se demande toutes pourquoi il s'est pas retrouvé dans le hashtag MeToo. Ça joue sur les sensibilités de tout le monde. On est dans une époque où le MeToo, c'est partout. Puis on me rentre dans un ballon, dans une swing où ça sonne vrai. Mhm. Monsieur Tremblay, décrivez votre relation avec cette personne. C'est quelqu'un que j'ai fréquenté. On s'est vu
à quelques reprises. Puis à un moment donné, j'avais pas le goût d'aller plus loin. Hein. J'ai décidé de mettre un terme à la relation et c'est là que tout a dérapé. OK. Parce qu'elle, elle voulait rester avec vous, elle voulait continuer à vous voir. J'ai 3 gigs de messages de Julien, s'il vous plaît. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Puis juste et puis, voulait continuer. Puis c'est quelqu'un qui prend 1 pouce, puis qui prend 2 pouces, puis qui en a un petit peu, puis je peux-tu rester à coucher, puis je peux-tu être demain matin, puis je peux-tu faire des œufs, puis après ça, je peux-tu déjeuner, puis je peux-tu. Puis c'était, mais non, mais. Donc, ça suffit. Et une fois que mon ça suffit a été clair, ma vie a chamboulé. Ton besoin d'espace, je l'ai compris en crise. Je me sens comme une option, puis je déteste ça. Puis mon sentiment d'abandon, ben oui, il est là, c'est sûr. Ça part pas comme ça se fait juste se travailler. Quand vous vous rendez compte là, que ça commence? Là? Quand j'ai eu quand elle essaie de me lancer un narratif qui n'existait pas, quand je l'ai mise à la porte, j'ai eu des messages par la suite qui disaient à chaque fois que je sortais de chez vous, je me sentais comme ci, comme ça, je peux pas croire que... Et que là, elle me parlait de syndrome de femme battue, de syndrome de Stockholm. Et que là, je me dis, de quelle histoire tu me racontes? Mon nom, c'est Julien Tremblay. Te souviens-tu qu'on a écouté 3 épisodes de This Is Us, puis qu'on a mangé 2 spaghettis? Et là, je vois que là, il y a un narratif qui s'invente. Là, là, je suis dans une autre réalité. Là. Mm-hmm. Et 4 mois après, je reçois un appel de la SPVM des crimes sexuels me disant qu'il y avait une plainte qui avait été logée, qu'il y a eu une enquête. Puis là, une enquête. Puis dans un monde dans une époque MeToo, puis tout ça, la police, j'imagine, doit faire tout protocolaire, puis se padder. Là. Mm-hmm. Pourquoi ils ne sont jamais venus me chercher? Pourquoi ils ne sont jamais venus me demander une déclaration? Pourquoi est-ce qu'on m'appelle juste me dire que le dossier est clos? Puis qu'ils sont très, très, très compréhensifs à ma situation, puis qu'ils sont... Pourquoi est-ce que... j'ai même pas eu à rien faire. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Ça fait 30 ans qu'ils font ça, eux autres. Mm-hmm. Il y a quelque chose qui cloche quelque part, là. Bon, ce témoignage est quand même assez accablant parce que, bon, il y a des enregistrements, on va jusqu'à le traiter de pédophile, là, c'est ça que je ne comprends pas, c'est très loin. Également, bien, il dit qu'il a fait que la personne, la dame, aurait fait une plainte à la police et la police ne continue pas l'enquête, elle laisse tomber la plainte. Bon. On va commencer par ça. Là. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça fonctionne avec les policiers? Est-ce que parce que les policiers laissent tomber une plainte, que ça veut dire qu'il n'y a rien? Là? C'est très, très délicat, les cas d'agression sexuelle ou les cas de dénonciation qui sont faits. D'entrée du jeu, les policiers vont devoir recevoir toute plainte qui arrive. Mm-hmm. Mais il y a toujours des faits, et après ça, on va essayer de corroborer les faits. La grande difficulté en matière d'agression sexuelle, c'est que, ou d'attouchement, peu importe, parce qu'on n'est pas nécessairement de se rendre à l'agression dans tout ce qui est dénoncé, c'est que les gens sont toujours un contre un. Et ça se passe souvent dans une certaine intimité. D'où le fait que la seule personne qui va pouvoir témoigner, ça va souvent être la crédibilité de la victime versus la crédibilité de celui qui est dit agresseur. Fait que c'est la partie qui rend ça difficile. Alors, s'il faut que la personne ait déjà se soit emparée des médias sociaux et en donné plus d'une version, bien, il y a beaucoup de choses qui vont être à valider. Mais les policiers, quand on se met à regarder qu'est-ce que la personne raconte au jour 1, au jour 2, au jour 3 sur un événement, si tu te rends compte que ça ne fit pas, à un moment donné, ça se peut que oui, tu laisses tomber parce que les allégations qui sont faites ou les faits de la façon qui sont apportés ne peuvent pas s'être déroulés de cette façon-là. Alors, quand les policiers, après une analyse des scènes de crime, des témoignages, des relevés cellulaires qui vont comparer de certaines interprétations vidéo, texto, se rendent compte que ça ne fit pas, ça ne tient pas la route. Là, à ce moment-là, on retire les accusations à l'occasion où on ne porte pas plainte. OK. Parce que justement, dans ce cas-là, c'est plus seulement la parole de l'un contre l'autre.
il y a des enregistrements, on entend dire à un moment donné, tu vas voir, ou même, on sent certaines menaces. Donc, ça peut influencer d'avoir une preuve qu'on dit circonstancielle. Oui, de se rendre compte, circonstancielle, ou que les gens ont une intention derrière. Ça peut être malicieux à l'occasion aussi de porter plainte, parce que si tu le fais sur la place publique, bien, tu risques très vite de scraper des réputations ou de briser, en fait, une vie d'une certaine personne, peu importe, au niveau social ou au niveau travail, directement à ce moment-là. Fait que ça a de gros impacts que de porter une accusation, d'où l'importance, à chaque fois qu'un policier porte une plainte d'agression sexuelle, le procureur de la Couronne vient revalider par après et rencontre la victime dans tous les cas pour être certain que le dossier va tenir la route et que la personne, on va se rendre jusqu'à l'autre bout. Mais cette grande difficulté-là que ça amène d'amener les témoignages jusqu'au bout a amené sûrement des victimes à se décourager en disant « Moi, c'est vraiment arrivé, je n'aurai pas de témoin, je n'aurai pas de relevé cellulaire, je n'aurai pas de caméra, mais cette personne-là, c'est un salaud et je le dénonce à la place publique. Alors, c'est pour ça que la place publique est devenue maintenant les médias sociaux. Puis c'est facile à atteindre pour un paquet de jeunes en ce moment. C'est tout un processus qui s'est mis en branle. J'y reviens dans quelques instants. Avant, je me posais la question, Maître Côté, parce que, tu sais, le mouvement MeToo, on se dit, coudonc, les victimes qui dénoncent publiquement vont être poursuivies automatiquement en diffamation. Comment ça fonctionne, la diffamation? Premièrement, c'est quoi de la diffamation? Absolument. Donc, la diffamation peut se voir sous 3 situations différentes. Donc, premièrement, des propos qui vont être faux, qui vont venir nuire à une personne. Des propos qu'on devrait savoir faux, qui viennent bien évidemment encore nuire à une personne. Ou encore des propos qui sont vrais, mais qui n'ont pas lieu d'être propagés là, par rapport à quelqu'un. Et que ça va encore nuire. Effectivement, c'est le but ici. Là. Parce que je pense à l'époque, quelqu'un qui avait le sida, on pouvait le juger. Et là, c'est ça, on disait, tu dis quelque chose de vrai, voici la place de monsieur qui a le sida. Bien, ça peut être vrai, mais absolument, mais c'était pas du tout d'ordre public. Là. Absolument, c'était justement, parlons-en. C'est quand l'exception que c'est public ou que c'est légitime qu'on doit en parler? Là? C'est certain que dans le mouvement MeToo, dans le mouvement qui touche tout ce qui est agression sexuelle, attouchement, bon, ça devient quand même large, là, le sujet. C'est sûr que ça rentre dans l'ordre public. Ça va être difficile de venir parler de diffamation si ça s'est effectivement passé, qu'on le dénonce. Puis on a vu plusieurs situations dans lesquelles où il y a eu des dénonciations sur les réseaux sociaux et par la suite, surtout des gens connus, il y a eu plusieurs autres personnes qui sont venues corroborer, qui sont venues expliquer leur propre situation, leurs propres événements, leur propre vécu. À ce moment-là, c'est certain que, bon, selon moi, là, cette dénonciation-là était d'ordre public et que ce soit sur les réseaux sociaux, ça avait lieu d'être. Là. Bien, c'est ça. Des fois, ça part avec une personne. Puis c'est certain que de dire que c'est faux quand plusieurs... C'est sûr que le groupe vient mettre du poids dans absolument. Puis ce qu'on a vu souvent aussi, c'est que les victimes venaient un peu reprendre leur pouvoir. Là. Je sais que, bon, c'est pas une situation que j'ai vécue personnellement. Par contre, je peux très bien m'imaginer des situations dans lesquelles on peut être inconfortable, dans lesquelles on n'a pas voulu être, dans lesquelles on s'est senti inférieur parce que la personne qui venait atteindre notre intégrité avait du pouvoir sur nous, avait, bon, une certaine prestance. Puis cette façon-là de dénoncer publiquement venait faire en sorte qu'on venait un petit peu reprendre là, notre pouvoir. Est-ce qu'à l'époque, les policiers, pour avoir la vérité, cherchaient à confronter un peu plus, puis que c'est ça qui devenait difficile? Bien, c'était beaucoup plus coercitif avant, tout à fait, dans les façons d'intervenir. Maintenant, on prend le temps d'écouter, de recevoir, et tu écoutes la version du début à la fin, et après ça, on essaiera d'analyser, voir si tout fit. Et par après, on reprend souvent par segment chacune des étapes pour aider la personne à se rafraîchir la mémoire de façon plus exhaustive de l'histoire. Mais quand la personne a compté plus d'une version, là, maintenant, ça devient difficile. Alors ça, c'est l'autre difficulté dans laquelle on a. Mais avant, on disait tout le temps que ça prenait d'énormes... qui va être témoin, qui va venir raconter. Alors souvent, il n'y avait pas de témoin. Alors, ce n'était pas bien reçu. Okay. Maintenant, il y a une évolution, même de la part des patrouilleurs qui reçoivent les appels, mais très vite, dans le cas d'agression sexuelle, on la réfère aux enquêteurs spécialisés, qui eux ont déjà une formation de ce type-là, une meilleure écoute, moins de jugement, je vous dirais, dans toutes sortes
de formation qu'ils ont reçue pour être capables d'être plus neutres et objectifs et de permettre à la personne de se livrer sans avoir le sentiment qu'elle est jugée dans ses propos. D'autant, il faut être pour les dénonciations, d'autant, il ne faut pas s'aveugler au Québec puis dire qu'il n'y a pas des gens qui se vengent avec des accusations. Moi, dans ma pratique, j'ai vu le pire une mère, dans ce cas-là, c'était une mère, qui disait que le père avait agressé sexuellement ses propres enfants. Oui. Je pense, Maître Côté, vous avez déjà vu ça aussi, là, dans votre pratique, on peut aller loin des fois, là. On peut aller loin, oui. C'est sûr que là, de plus en plus, on essaie par la formation, par la pratique qui se développe, d'essayer d'avoir des techniques pour effectivement révéler, là, pendant qu'on discute avec un client potentiel, qu'on discute des situations qui ont pu arriver là, dans la séparation. Là, je fais beaucoup de droit familial, les situations familiales, des fois, ça peut apporter des situations plus délicates où, effectivement, c'est plus sensible. On veut, Oui, des enfants. Les enfants, ça on veut la reste, version des enfants sans les absolument. traumatiser. Là. Tout à fait. On veut la vérité, au Ça final. peut être difficile à avoir. C'est sûr que je trouve très, très important, moi, de rappeler que, les fausses accusations, les accusations qui ne sont pas véridiques sont quand même un faible pourcentage. Là. Moi, j'ai beaucoup de Évidemment. clientèle où Ouais. c'est fréquent là, dans leur vie qu'il y a eu Des abus. des abus, effectivement. Non, c'est ça. Il ne faut pas que ça nous mène à croire que c'est pas que c'est la majorité des cas, là, évidemment. Mais ce qu'on essaie de parler plus aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu le dérapage de MeToo. Et à ce sujet-là, on voit que ça peut faire des ravages parce qu'avec notre témoin, là, qu'on va continuer d'écouter d'ailleurs, on voit que sa carrière a été détruite et sa vie, là, il en témoigne. On écoute la suite. À quel moment vous vous rendez compte que ce qu'elle dit sur vous, ces fausses déclarations, affectent là, votre milieu? Là? C'est petit peu par petit peu, c'est des petits indices. C'est que mon beaucoup me dit tel spectacle, finalement, ça marchera pas, puis ça marchera pas. Puis je suis le dernier à tout savoir parce que c'était. Puis là, mais je me dis, oui, mais qu'est-ce que. Non, mais il y a une fille. Puis c'est quand il y a un humoriste qui m'a dit, 4 mois après, je vais t'envoyer ce qu'elle m'a dit. Et que là, Donc là, c'est la première fois que vous apprenez son discours. 4 mois après, là, fait que le mal est fait, là, le mal est. Et là, vous le voyez, là, c'est un enregistrement, c'est des Je écrits. l'ai tout, le cœur me lève, là. Là, je suis proxénète, kidnappeur, séquestré, pédophile. Écoute, l'homme l'est. C'est un sociopathe puis d'autres choses. Là. Il est peut-être pédophile, je ne sais pas. Quand on est pervers narcissique comme il l'est, il n'a pas l'air de ça, hein, mais c'est ça pareil. C'est des propos qui semblent assez extrêmes. Là. Puis on est plusieurs, il n'y a personne. Mhm. Mais ça fait son chemin. Puis le doute est insidieux. C'est ma famille qui ne sait plus comment trop agir avec moi. C'est 30 ans qui comme du sable entre les doigts. OK. Fait que c'est temps que ça cesse. Ou du moins que ça coagule. Puis qu'après ça, les gens feront leur idée sur leur bord. Je peux pas dire, hey, regarde, je suis conscient que les gens, souvent, veulent pas la vérité, ils veulent avoir raison. Fait que t'as beau leur dire, regarde, finalement, c'était pas vrai, mais ça fait 2 ans que je dis ça de toi, je suis pas pour commencer à dire, oups, excusez. Rares sont les gens qui vont se rétracter ou ceux qui vont prendre le recul pour dire, Mais là, on va être clair, là, vous, une fois ces allégations-là dites, pas publiquement, mais dans votre milieu, ce qui vous affecte grandement, oui. vous dirigez, là, vous dites c'est pas vrai et vous passez un polygraphe. Là, j'ai couru vers un polygraphe, j'ai passé 2 tests. 2 OK. tests de 4-5 questions chaque. Je me suis fait driller pendant 2 jours. J'ai couru vers un polygraphe. L'idée, c'est d'aller vers l'irréfutabilité le plus vite possible. Et puis moi, si je suis ici aujourd'hui, puis qu'on peut mettre ça public, puis que je dis au public, voici ce qui m'arrive, puis que je me montre aigri, démoli, sans un sou,
plus de job. Ça fait depuis que j'ai 16 ans que je suis dans le domaine, que je travaille à faire rire, à avoir du fun et d'être qui je suis. Je me reconnais même plus. Et là, vous avez le courage de dénoncer, ce que j'en comprends, une autre forme d'agression. Dans un monde où il faut que les victimes dénoncent, les agresseurs doivent être poursuivis, punis, mais vous êtes une des rares personnes, là, ce que j'en connais, qui sort publiquement pour dire ça suffit. Il peut avoir de l'excès dans ce domaine-là. Que ça existe. Et qu'il y a une autre forme de victime qui s'est faite, qui peut se créer, quelqu'un qui est accusé à tort. J'ai fouillé sur Internet à chercher comment un baromètre, quelque chose qui peut m'aiguiller sur comment réagir, sur comment faire. J'ai pas trouvé. Qu'un gars puisse être aussi facilement... J'ai trouvé votre article de 2020 dans le Journal de Québec qui disait « Comment détruire un homme en 2020 ». Puis quand j'ai lu ça, j'ai fait « Ben voilà, là, c'est exactement ce qui se passe pour moi. » Et j'ai beau me dire, je me fous de ce que les autres pensent, je me connais. Là, je suis à bout de ressources. Là. J'ai pas de ressources. J'ai pas rien. Je n'ai que ma dignité. Je n'ai que ma dignité c'est mal phrasé, là, mais j'ai que ma dignité à me battre pour. Le témoignage nous démontre que, en cas d'abus du mouvement MeToo, s'il y a des fausses accusations, ça peut être dévastateur. On a vu là, que M. Tremblay a tout perdu, il ne peut plus exercer sa profession. Les gens ont tout le temps ça en tête. Ah, il l'a peut-être fait, même s'il essaie de démontrer son innocence. Je voudrais entendre du côté, M. Tremblay dit, moi, je veux laver mon nom et je passe un test polygraphe. Là. Ça, en cours, est-ce qu'on peut l'utiliser ou qu'est-ce que ça vient dire? Le test polygraphique, voyez-vous, là, il l'a suivi, à ce qu'on a compris, de son propre chef. Il a même payé lui-même l'investissement de le faire avec un enquêteur privé. C'est devant les tribunaux, nous, on ne peut pas s'en servir pour la recherche de vérité officiellement déposée comme étant une preuve directe. Mais ça devient une preuve circonstancielle qui est quand même importante, qui a été présentée. Les tribunaux ne le reconnaissent pas comme étant une preuve directe. Ouais, Le résultat, en fait. Mais par contre, effectivement, on arrive souvent, les polygraphistes arrivent avec une réponse en disant la personne est mensongère ou est véridique. Alors, dans les circonstances, voyez-vous, au moins, ça lui permettait, à tout le moins moralement, en tout cas pour le moment, de le dire, puis de pouvoir s'en servir, sans nécessairement que ça soit déposé. Mais voyez-vous, ça montre déjà, en tout cas, une certaine bonne foi dans son cas, parce que je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'agresseurs qui refusent radicalement de le passer, n'importe quel test polygraphique qu'on pourrait présenter. Parce qu'à l'entendre, on voit que l'effet qui peut être dévastateur de MeToo, c'est que ça devient comme une tâche indélébile. Tout le temps, quelqu'un qui pense que... Et les gens fuient. Il dit dans l'entrevue, là, on dirait que les gens ne me touchent pas avec un bâton de 10 pieds. Là. Donc, c'est cet effet-là. Et même, on peut en voir dans toute sphère, parce qu'on a un autre témoin également qui... et ça, c'est quand même... c'est quand même troublant aussi parce que c'est un jeune. Un jeune, il va à un party de jeunes, puis tout ça. Puis il rencontre une fille, puis il l'embrasse une fois, il l'embrasse 2 fois. Mais il a été accusé parce qu'il l'aurait embrassé la 3e fois. On écoute son père là, qui témoigne d'une situation. Il était dans une maison, puis il y avait une espèce de grand walk-in où leur bière était. Fait qu'il est allé chercher une bière dans le walk-in, puis c'est là qu'ils sont embrassés pour la 3e fois. La personne disait que mon fils l'aurait tenu à l'intérieur, l'avait saisi par les hanches pour l'embrasser, puis elle disait qu'il était retenu. Mais c'était complètement faux parce qu'il y a des gens qui sont rentrés, ça a duré quelques minutes seulement dans le walk-in, puis il y a des gens qui sont rentrés, des amis, ils ont discuté un petit peu, puis mon fils était complètement à l'opposé, il n'était pas sur le bord de la porte pour empêcher qui que ce soit, personne n'a rien vu de malaise. Ils se sont embrassés, ils ont ressorti du walk-in, puis à ce moment-là, c'est ça, la jeune fille avait eu des textos de sa mère qu'elle devait quitter,
parce qu'elle avait un emploi. En tout cas, je ne sais pas trop l'histoire, mais elle était clairement pas contente. Fait qu'à ce moment-là, la jeune fille a quitté. Sa mère est venue la chercher et elle a quitté. Puis, Mais elle n'était pas contente parce que sa mère la textait, c'est ce que je comprends. Là. c'est ça. Je pense qu'elle devait rentrer à une certaine heure. L'heure était dépassée. OK. La mère n'était pas contente. Elle est venue chercher sa fille, elle est partie. Puis ensuite, c'est ça. Ça s'est terminé comme ça la soirée. On se pose beaucoup de questions. On se pose des questions pourquoi il y a des accusations, des enquêtes policières. Mais dans votre dossier, à un moment donné, vous vous rendez compte que la victime a menti, là, puis vous en avez la preuve. Là. Exactement. On a un enregistrement qui a été envoyé de la victime à mon fils par l'application Snapchat. Non, mais je comprends, là, c'est genre, je sais pas, là, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, mais j'ai genre juste été sur l'effet de la panique parce que, genre, je sais pas, mais faut que je suis claustrophobe et être enfermé, en tout cas, mais genre, c'est genre, j'ai pensé à ça, genre, tu sais, j'ai juste trop réagi fort. Genre, j'ai dit à quelques personnes, genre, puis là, ça s'est, genre, embelli, puis genre, j'ai vraiment pressé, je veux vraiment que tu saches ça. J'ai pressé une personne que tu n'as pas touché sexuellement, genre, tu m'as pas touché le cul, là, genre, les seins, genre, poussé, genre, t'as rien fait. Puis je l'ai vraiment pressé au monde, mais c'est juste que, à l'école, c'est du bouche à oreille, que ton gars du monde, il rajoute des affaires, là. Mais, je sais pas, là, genre, je sais pas comment réparer ça, genre, je sais pas, je sais pas quoi faire, c'est pour ça que jeudi, je m'envoie, genre, mon TSPO, genre, qui essaie de m'aider, genre, à trouver une solution. Puis au pire, tu viendras dans le bureau, là, genre, puis on en parlera avec lui pour trouver une solution parce que je suis comme désolé, puis genre, je me suis dit, genre, que j'ai, genre, trop réagi, puis je suis en train de scraper, genre, la vie à quelqu'un limite, là. On se rend compte dans le dossier que la jeune fille dit « c'est allé trop loin, je ne voulais pas que ça aille là ». Bon. On va élargir, évidemment, encore une fois, quand il y a des allégations, il y a des accusations, il y a des enquêtes. Est-ce que, justement, la personne impliquée peut retirer ça puis que ça s'arrête ou comment ça fonctionne du côté devant les tribunaux? Non, c'est ça. Effectivement, là, le processus n'est pas nécessairement aussi simple. S'il y a eu une plainte qui a été formulée, s'il y a eu des accusations qui ont été posées, même si, finalement, on se dit, attends un peu, là, c'est allé un petit peu trop loin, c'est pas nécessairement jusque-là que je voulais aller, je retire ma plainte. Ça ne veut pas nécessairement dire que les accusations tombent. Bien, le DPCP peut continuer. Absolument. Ça, c'est l'effet Stockholm, là, la victime qui revient. Absolument. On est tout le temps inquiet. Là. Donc, le DPCP peut décider de son propre chef, malgré qu'il n'y a plus de plainte, de continuer. Absolument. Okay. C'est sûr que je me doute que probablement que s'ils n'ont plus de témoins Bien, c'est ça. témoigner, ça peut être peut-être un petit peu plus difficile. la parole d'un contre l'autre, ton témoin ne veut plus venir, ça peut tomber aussi. Ouais. Côté policier, dans l'enquête, on voit que la présumée victime tend à se retirer. Comment on analyse ça? Bien, voyez-vous, déjà, en partant, les tribunaux au niveau jeunesse ont déjà protégé beaucoup l'identité des jeunes. Alors déjà, en partant, on protège l'identité, on essaie de ne pas les donner. Souvent, on les met par des initiales seulement. Mais par après, quand ça arrive, souvent, là, ils vont regarder si ça mérite de l'incarcération ou des processus de déjudiciarisation. Puis très souvent, on se rend compte que quand tu te mets à réanalyser ça sur un autre angle, bien, ça aurait pu arriver peut-être à plein d'autres personnes. Alors souvent, ils procèdent souvent en déjudiciarisant, justement. Okay. En enlevant ça, là, justement, de l'accusation qu'on essaie de rapprocher. Qu'on amenait rapidement devant les tribunaux. Là, on essaie de regarder, est-ce qu'il y a des mesures de réparation qu'on peut faire, autres, qui vont amener les mêmes résultats? Est-ce qu'il y a un aspect éducatif? Parce que c'est important. Je pense qu'on a toutes fait des erreurs lorsqu'on était jeune, des erreurs de jeunesse. Certaines ont fait plus graves, d'autres moins graves. Mais l'important, je pense, c'est de ne pas les répéter. Et c'est pour ça qu'en matière jeunesse, souvent, on te permet d'avoir la première occasion. On va brûler souvent, j'appelle ça comme ça, la dernière chance au tribunal. Mais il faut quand même que tu ailles devant le tribunal. Mais après ça, c'est la récidive qui devient problématique. Mais on essaye beaucoup, puis je trouve ça très bien quand même, de ne pas nécessairement engager une procédure devant les tribunaux, nécessairement pour toutes sortes d'infractions qui seraient rapportées. On ne veut pas créer des criminels, on ne veut pas judiciariser des dossiers qui pourraient l'être autrement, surtout quand il n'y a pas d'antécédent ou de récidive. Là.
ça fait le tour, je pense, pour ce sujet. Évidemment, c'est deux aspects. Bon, dans le côté gauche, on voit que les victimes veulent dénoncer, et c'est sûr qu'en tant que juriste, en tant que policier, on favorise aller voir les policiers s'il y a quelque chose. Il faut quand même passer par le système. C'est plus sécure. On risque moins que la procédure déraille, parce que des fois, de dénoncer ça sur les médias sociaux, ça amène des problèmes. Et dans l'autre côté, non le moindre, côté droit, ici, bien, des accusations vengeresses sont dévastatrices. C'est dommageable. Il faut être prudent. Il faut être pro-victime parce que tout le monde veut qu'il y ait des dénonciations, mais faisons attention et ne faisons pas non plus l'autruche pensant que ça n'existe pas. Vous vivez des situations à la maison, vous avez des questions juridiques, appelez-nous, notre boîte confidentielle sur lafirme.tv ou écrivez-nous. On va tenter de répondre à vos questions ou d'aborder un sujet qui vous intéresse. Pour notre part, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission.